Bienvenue dans ce nouvel épisode de Private Equity Box. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Barkatz. Carole est directrice générale de Madines, le média référence de l'entrepreneuriat, de la tech et de l'impact en France. Ce qui frappe dans son parcours, c'est cette capacité à conjuguer médias, digital et croissance. Elle démarre chez Condé Nast, puis Au Féminin, avant de basculer dans la finance digitale comme directrice du marketing digital chez HSBC. Ensuite, Chief Growth Officer chez Ipto, où elle manage plus de 60 personnes spécialisées dans le lead generation. En octobre 2024, elle prend les commandes de Madines et là, elle ne perd pas de temps. En quelques mois, elle lance Madines IA, organise la première MKIA à la Salle Gaveau et signe un partenariat stratégique avec Perplexity pour intégrer leur API Sonar. Son ADN, comprendre où va l'attention, anticiper les mutations de l'information et transformer un média en plateforme d'impact pour l'écosystème entrepreneurial français. Chez Madines, elle défend une vision claire, informer, accompagner et connecter les acteurs de l'innovation tout en préemptant les sujets clés comme l'IA. Et ce parcours raconte quelque chose de profond, que les médias ne se réinventent pas par hasard, mais par une compréhension fine de la tech, de la data et des nouveaux usages. Carole, bienvenue à toi. Merci. Donc, Private Equity Vox. Pour comprendre ton parcours, il faut commencer par ce qui semble être ton point d'origine. La lecture de l'attention. Avant la data, avant la croissance, avant Madines, il y a cette intuition que l'attention est un actif rare et tu l'as rencontré très tôt. Tu as commencé, si on parle un peu de ton expérience chez Condé Nast puis chez Au Féminin, qu'est-ce qu'on apprend de ces maisons sur l'attention qu'on enseigne nulle part ailleurs? Très bonne question. Alors d'abord, merci Antoine de m'inviter. Je suis ravie de prendre la parole dans ce podcast. C'est une très bonne question de démarrer par ce sujet. On est à la grande époque des médias digitaux. Au Féminin est le plus gros site avec Doctissimo à l'époque, qui avait fait leur grand succès avec les premières bases de SEO, les forums et autres, mais qui ont réellement créé des médias communautaires et qui répondaient à un besoin de pouvoir partager en ligne un certain nombre d'informations entre eux. Et donc, Au Féminin est né de ça et s'est développé et a mûri au fur et à mesure des années sur ce sujet-là. Condé Nast, à l'inverse, est un média historiquement papier glacé par ailleurs, un média à plusieurs titres, évidemment. Et donc, on sort d'une époque où le digital est encore loin, il s'agit de digitaliser l'expérience média. Donc, on est vraiment dans deux mondes très différents. Et c'est aussi le moment où moi j'y suis, le moment de la création des contenus qu'on pouvait appeler puis reportages en papier, mais qui n'existaient pas vraiment en ligne encore à l'époque. Et donc, on parle des opérations spéciales du brain content. Et ce qui est super, c'est que moi, je vis ce moment-là, cette aventure, l'émergence de cette activité qui vient diversifier les revenus de ces médias. Et à la fois dans un contexte où Condé Nast est un média qui a des titres qui doivent se digitaliser, et Au Féminin qui, lui, est dans une phase de maturité économique très intéressante sur le plan publicité traditionnelle et qui a besoin d'aller chercher des nouvelles sources de revenus. Et donc c'est là où je vais commencer à déployer ma créativité et mes capacités de gérer des équipes pour développer des projets et créer des expériences en ligne. Et donc, alors mon rôle chez Condé Nast est un peu plus large, puisque là, je vais accompagner la digitalisation aussi de la régie publicitaire et des titres. On va lancer des premières opérations sur Twitter, sur les réseaux sociaux de l'époque. Mais chez auféminin.com, on est vraiment dans de la création d'expériences particulières pour les marques, avec les journalistes. Voilà, et donc à l'époque, c'est auféminin.com, Marmiton, par exemple aussi. Donc, pour en revenir à ta question, qu'est-ce que je retiens de l'expérience de l'attention ? Finalement, assez tôt, la digitalisation de ces médias, ou en tout cas ces médias digitaux, permettent assez vite de faire naître cette histoire d'économie de l'attention et de devoir répondre à des besoins finalement assez innés qui émergent, des usages qui évoluent. Voilà, je t'ai parlé de forums tout à l'heure. Comment on s'introduit dans les forums pour aller répondre en tant que marque sur des tests utilisateurs produits, par exemple. Voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il suffit simplement d'écouter les besoins et de comprendre les usages. Et justement, tu as une botte secrète en la matière, c'est Nextedia avec Marc Ménassé. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait juste.
Nextedia, donc c'est une des premières grosses web agencies à l'époque mandataire sur le digital de toutes les opérations d'un grand groupe qui s'appelle Care Media, qui a un franc succès. Et nous, on opère toutes leurs opérations digitales. Et donc, on accompagne des grandes marques, LVMH, Accor Hotel, sur leur déploiement, leur stratégie digitale et leur déploiement. Et donc, finalement, assez vite, France et européenne d'ailleurs, on lance Le Bon Coin. Le Bon Coin se lance avec nous. Voilà. Et donc, c'est une boîte qui... Moi, j'arrive, on est à peine 20 et très vite, on est à 300. Donc, on a une croissance assez folle. On est vraiment dans un modèle de start-up où il faut être hyper réactif, toujours sur le qui-vive, bien comprendre les besoins de nos clients et de pouvoir opérer avec de la mesure et de la data. Très tôt, la data arrive, évidemment, dans ces stratégies, et donc de savoir réagir et d'optimiser en permanence. Donc moi, j'apprends, je fais mes armes là-bas, j'apprends et on développe des dispositifs qui viennent chercher de l'expérience, qui viennent chercher à raconter des histoires pour positionner ces marques, les faire se raconter par des biais différents que la pub classique. Voilà. Et donc, peut-être un des sujets moi, que j'aime bien raconter, un des bons use cases, c'était de se dire, à l'époque, pour Dior, par exemple, de façon très opérationnelle, on avait constaté que les mots-clés qui remontaient le plus sur Google, c'était des verbes d'action. Et donc, on a se maquiller, se coiffer, etc. Et donc, très tôt, on a découvert qu'il fallait mettre en place des tutoriels en vidéo pour faire parler les marques et donner des conseils. Voilà. Et donc, on a commencé à faire émerger des stratégies de contenu. Voilà. Donc là... C'est une manière de se raconter pour ces marques, justement, qui est très intéressante. C'est-à-dire que d'avoir ces clients, avec leur actif, avec leur historique, cette prise de conscience pour pouvoir prendre la parole, d'aller en effet sur des verbes, sur des actions, ça a été un changement important pour eux. Ben, ça a été une grande transformation d'un point de vue publicitaire. Effectivement, une stratégie de communication qui est complètement différente. Voilà. Et pourtant, on part d'une base Excel avec des mots-clés très simples au départ. Donc, c'est ça qui est formidable. Et peut-être que moi, c'est ça que j'ai surtout appris, c'est que la méthode permet la créativité, finalement. Et justement, il y a un moment waouh en la matière où ce sont des tests, des essais successifs et le fait d'être assez agnostique, se dire on essaie et on va voir ce qui va fonctionner, qui permettent d'arriver à cela. Alors c'est vrai qu'on a parlé assez tard du terme test and learn, finalement dans les concepts marketing classiques. En effet, moi c'est ce que j'opère depuis très tôt et c'est ce que j'ai appris chez Nextedia, d'expérimenter, d'éprouver, de mesurer, d'optimiser. La culture du risque, mais avec évidemment des rationnels. Et naturellement les choses se tracent. Voilà. Et tu parles d'attention et très vite, tu vas plonger justement dans la data. Et là, c'est une bascule décisive, donc qui est vraiment dans le continuum, parce qu'on comprend bien que la data est un point d'ancrage fondamental et une source de vérité aussi. Et après les médias, tu passes dans un monde où tout est mesurable, même très mesurable, certaines fois trop mesurable. La finance digitale, notamment chez HSBC, puis Ipto. Et c'est le moment où tu comprends non plus ce que les gens lisent, mais pourquoi ils le font et comment agir dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience chez HSBC ? Nous sommes à quelle période ? Quelle année ? Oui. Alors effectivement, après les médias et cette économie de l'information globalement et création de contenu global et d'expérience, je fais aussi un passage en e-commerce chez Marionneau dans le groupe A.S. Watson, où on est dans un monde e-commerce qui est très émergent et qui est en train de se professionnaliser avec des sujets de digitalisation et où la data commence à émerger, en effet, et je fais mes armes là-bas. Et je rejoins HSBC en 2015 pour y passer 6 ans. Je ne me suis pas rendu compte du temps qui est passé, étonnamment. Mais une expérience assez formidable, rétrospectivement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'arrive dans un contexte où la banque de détail n'est absolument pas digitalisée.
moi qui sors d'un environnement extrêmement dynamique, qui est le e-commerce, et le temps passé notamment chez Nextedia et chez Au Féminin, on est dans des boîtes ça pulse en fait. Hein. J'arrive dans un monde où on est dans un temps parallèle, avec un enjeu assez majeur de devoir impérativement se transformer. Sinon, en fait, on meurt. Parce que finalement, HSBC, c'est une boîte internationale anglo-saxonne qui a imposé à un moment donné ses usages avec le développement du Secure Key, donc qui est une petite... Pour ceux qui étaient clients, ils s'en souviennent. Et qui a fait beaucoup de mal à ce moment-là, quand il arrive, je crois que c'est 2012, quand il déploie le Secure Key en France, qui marche très très bien par ailleurs dans d'autres structures, qui permet notamment de pouvoir piloter ses comptes de façon internationale. Donc c'est vrai qu'il y a une sécurité sur sa donnée qui est extrêmement rassurante, mais qui en France s'applique pas tellement à ce moment-là, parce qu'on a des systèmes bancaires plus robustes que la plupart des pays où HSBC est implanté, et qu'on est assez fiers globalement. Voilà. Et donc, il y a un vrai décalage entre... Et une protection du consommateur qui est particulière en France absolument, aussi. C'est très important ce que tu dis, en effet. Et donc, on a un développement, une fonctionnalité qui s'impose et qui rebat toutes les cartes sur la stratégie de l'entreprise. Hein, ils avaient racheté le CCF à l'époque. Qui a disparu, qui est rené. Voilà. Je salue mes collaborateurs qui ont vécu ce rechangement. Mais on est dans ce contexte-là, en tout cas, où il s'agit de digitaliser cette banque de détail. Et donc, on démarre par l'expérience. Et le besoin profond, c'est j'ai des clients. J'ai des clients. Et il va falloir, et ma relation à ces clients... J'ai des clients et je veux des prospects, d'ailleurs. Je vais chercher des prospects. Donc, je suis dans effectivement une stratégie à la fois de rétention et de faire basculer des usages. Je suis dans une politique d'acquisition de nouveaux clients. Oui. Voilà, et on va déployer une 50aine de parcours en ligne, mais on se parle de ne serait-ce que de commander une carte bleue, faire opposition à son chèque, faire des virements pour son assurance vie. Et c'est une révision en profondeur, quoi. Voilà. C'est une visite en profondeur avec un angle digital d'un métier. D'usages extrêmement simples, finalement, et qui sont assez bouleversants pour toute l'entreprise, parce que ça remet en cause toute l'organisation, ça nécessite d'avoir une conduite du changement majeur pour les collaborateurs, parce qu'on est dans un prisme complètement différent, avec une réglementation qui est extrêmement... alors, je ne veux pas dire lourde, parce qu'elle est nécessaire, hein, on ne joue quand même pas avec l'argent des gens comme ça, mais qui est extrêmement lente. Moi, pour envoyer un email à nos clients, on pouvait mettre 18 semaines, parce qu'il y avait plus d'une quinzaine de collaborateurs qui devaient valider l'email. Enfin, c'était dément. Donc, il a fallu opérer tout ce changement-là. Et ce qui est formidable pour l'avoir vécu, c'est que on partait loin, mais tout le monde y a mis un cœur et une joie, une énergie assez folle. Et on peut saluer ce travail de transformation de l'ensemble des banques et du système bancaire, parce qu'elles sont toutes dans des expériences qui étaient nécessaires de toute façon, mais en tout cas, qui a été remarquable. Voilà, évidemment chatouillé plus que chatouillé par des N26 et autres, mais qui ont permis de faire évoluer ces usages-là. Donc moi, j'ai fait ce travail-là, d'abord effectivement de chef d'orchestre, je dirais, et puis effectivement, tu as parlé de data. On arrive à un moment aussi où le sujet de la réglementation RGPD qui nous a fait tous peur aussi est arrivé. Il a fallu faire évoluer nos mentalités, nos usages, mais finalement, ça s'inscrivait dans un moment de transformation globale qui était déjà lancé, donc c'était assez simple. Mais la question, en effet, cette question il y a un impératif de sécurité et la banque met ce qu'il faut en place, ça perturbe énormément de modèles et la question de la relation à sa clientèle. On revisite les processus, on découvre à cette occasion qu'il y a toute une série d'éléments de data qu'on n'avait pas nécessairement bien analysés, bien identifiés. On souhaite être en conquête, comme on fait dans un environnement très conservateur. Et puis, comment je prends soin de mes clients pour faire en sorte que leur expérience dans la relation qui nous lie, que cette expérience devienne. C'est vrai. Qu'elle émerge et qu'elle devienne. C'est très proche de ce que nous vivons aujourd'hui en 2025 en private equity. Ce qui est certain, c'est effectivement de réenchanter par le contenu et l'expérience globale
les usages. Mmh. Ça, c'est très important, quelle que soit la marque finalement qui s'engage, de comprendre ça. Parfois, on n'en ressent pas le besoin de se transformer, que ce n'est pas encore le moment, mais il arrive un temps où ça devient vital et il ne faut pas le faire n'importe comment. Je pense que c'est important de comprendre les usages, d'interroger, de regarder, de tester. Et dans une période d'arrivée, en effet, on a ces aiguillons de marché que sont ces néobanques. Tu parlais d'N26, on en a eu d'autres. Ou Conto, bien sûr. Et là, c'est aussi c'est un moment où on peut faire beaucoup de bêtises. À ne pas se considérer, se réfléchir et savoir comment on s'engage dans cet environnement et éviter la réplication passive de modèles externes qui n'ont rien à voir avec... Oui, il ne faut pas se dénaturer non plus. Absolument, c'est important de savoir qui on est et d'où on part, bien sûr. Donc, c'est vrai que ça mélange, cette conduite du changement, elle mélange beaucoup de choses. Elle oblige d'abord de savoir quels sont nos fondamentaux, qu'est-ce qu'on a envie de promettre et quels sont nos objectifs. Après, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je crois que ça fait partie aujourd'hui des usages. Et ce test and learn. Ouais, moi, on en reparlera un peu après, mais là, on est en plein bouleversement sur l'IA. Il faut tester, il faut qu'on apprenne. C'est comme ça. Voilà. Par contre, il faut être clairvoyant sur qui on est et où on veut aller. Ça, c'est important. Et pas oublier cette direction initiale ou cette intention initiale. Absolument. Et pas se laisser embarquer par... Mais les gens ne sont pas, sauf si on touche à leurs besoins primaires, mais les gens sont quand même assez bienveillants. Voilà. Ipto, environnement de growth, lead gen. Ouais. Quel mythe sur le growth tu voulais justement briser à ce moment-là? Briser est peut-être un grand mot, mais tu entres dans cet environnement de manière très volontaire. Qu'est-ce qui, rétrospectivement, t'a marqué de cette période? Bon, d'abord, c'est la joie de retrouver un esprit entrepreneurial très fort, très collectif, très fort, une dynamique particulièrement intéressante. Effectivement, je ne connais pas le secteur de la lead gen. Je fais pas mal d'industries, de taille d'entreprise. Je sors de 3 ans d'entrepreneuriat aussi, où j'ai expérimenté pas mal de choses, où j'ai lancé une activité dans la formation en ligne. Et finalement, là, je retrouve un peu ce que j'avais connu chez Nexteia, ce côté sens du collectif et c'est vraiment une racine importante. Oui, c'est vrai. Très sincèrement, oui. Marc, si tu nous entends. C'est vrai. Ouais. Voilà, et donc je retrouve effectivement ce désir de faire avancer les choses et de bouleverser un peu un marché, une économie. La lead gen, on la connaît par... elle a toujours existé, la lead gen. Elle a été d'abord en papier, on parlait de direct marketing. Enfin, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle économie. Mais la promesse d'Ipto, c'est de dire, à un moment donné, on va faire évoluer ce marché, entre guillemets, la professionnaliser avec des vrais experts marketing digital, marketing digital, et on va promettre des leads qualifiés. Voilà, ça c'est la promesse. Carole, comment on fait? Viens nous aider. Alors, voilà. Après, ils étaient le déjà brief bien est lancés. Simple. On exécute. Voilà, on est en grosse croissance. Il y a des intentions d'aller chercher des nouveaux pays. Comment on duplique, comment on industrialise et comment on fait du seamless dans la data pour que ça soit hyper fluide dans finalement toute la chaîne de valeur. Comment on réinjecte l'automatisation de processus. Comment l'IA peut permettre de bouleverser nos usages et à la fin de pouvoir promettre un contact hyper qualifié au client. Et donc moi, encore une fois, je prends une casquette très opérationnelle, c'est ma force, en effet, de revoir tous les process, d'identifier les talents, de voir ce qui manque, et de commencer à processer les choses, à avoir une feuille de route, de redonner de la vision. Je prends beaucoup de figures de style aussi pour raconter l'histoire de comment on y va. Mettre le collectif au centre de tout, parce que finalement, c'est un passage de relais de compétences et de tâches qui vont s'opérer. Et c'est l'intelligence collective qui va faire qu'on y arrive. Donc, il y a à ce moment-là, moi j'ai une équipe côté créa
je crois qu'on est presque 30 créatifs au sens large, qui doivent faire, un collaborateur en créa, il doit faire 250 créations par semaine minimum pour pouvoir aller gérer les campagnes d'acquisition sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, comment on injecte l'IA? Comment on les aide à être plus vidéo? Parce que les algorithmes Facebook, Insta et tous les autres, en fait, requièrent aujourd'hui, à ce moment-là où j'y suis, commence à me faire émerger de l'IA de manière très nette. Hein. Donc, voilà, toute cette bascule qui s'opère, comment on se diversifie pour ne pas être en risque quand un Meta qui augmente ses coûts d'acquisition, comment on se diversifie. Voilà. Et donc, ça va être tout ce travail de factory digital et d'intelligence collective que je vais déployer avec des talents. Voilà. C'est très marquant dans ton parcours, ce leadership qui est collectif, de remettre la vision, de remettre cette vision de manière extrêmement claire, de la rétablir de manière claire, de revisiter les processus, donc une approche très structurante, empirique, et le test and learn derrière, et faire en sorte que ce collectif fonctionne. C'est ça, absolument. Je te remercie pour cette synthèse. Mais justement, on arrive en 2024, donc Madines, et là, tu entres dans un environnement média qui est en pleine transformation. Alors, tu en deviens directrice générale, et c'est un média avec une marque très forte, une audience très exigeante, mais aussi un secteur qui bouge vite. Et c'est un moment secteur. Donc, c'est vraiment un moment de bascule dans cet écosystème. À ton arrivée, quel est ton diagnostic? Qu'est-ce que tu vois? Parce que ça tourne. C'est un média important. Tu as, je ne sais pas si tu étais à 1 million mensuel déjà à ce moment-là, mais il y a une vraie... Tu hérites de quelque chose qui est solide. Oui. Louis et Étienne, les fondateurs, ont eu un talent monstre parce qu'ils ont créé un média extrêmement fort, reconnu par tous, une marque extrêmement bien identifiée. C'est à la fois un travail de positionnement de marque et de qualité de relation avec cet écosystème, sans parler de l'exigence du contenu, tu en as parlé. Donc, il y a eu un vrai talent sur ces 13 années pour faire, et à la fois pour faire émerger, positionner et ancrer la marque. Donc, moi, j'ai hérité d'une marque, en effet, tu l'as dit, qui est très forte, qui est reconnue par l'ensemble de ses pairs, qui est installée, qui était pourtant une marque qui est née en même temps que finalement que le Village Baïséa, la BPI, la mission French Tech, et qui, avec les années, aurait pu disparaître. On en a vu certaines. Moi, j'en ai vu plein des marques sur ces presque 20 dernières années, notamment dans la tech, et qui a réussi à garder cette confiance tout au long de ces années. Alors, le premier DAX, c'est en effet une marque hyper forte, une communauté très fidèle et très engagée. Très fidèle parce qu'elle vient, et on a refait l'étude Cali cet été, 33% des lecteurs viennent tous les jours. C'est énorme. Donc c'est un point de rendez-vous. C'est un point de rendez-vous. Ouais. 25% viennent au moins une fois par semaine. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit ça... Et avec une particularité, c'est que tu as une audience qui est évidemment exigeante, très diplômée. Il y a quelque chose d'extrêmement marqué. C'est-à-dire de maintenir l'attention de cette population-là, de ce lectorat-là, c'est hyper exigeant. Tu as raison. Peut-être un tout petit mot. Nos lecteurs, ce sont des entrepreneurs de toute taille et de toute maturité. Et pas que les fondateurs, leurs équipes également. Le monde de l'investissement nous lie beaucoup. Venture Capital, BA, PE de plus en plus, on en reparlera plus tard. Le monde des corpos, les décideurs, tous ceux qui vont avoir un impact dans l'innovation et la transformation de leur public comme privé. Et les prestataires de services et de solutions. Voilà. Donc c'est vrai qu'on réunit des communautés qui sont ces nouveaux décideurs économiques. Et ils sont exigeants parce qu'ils sont d'abord extrêmement sollicités. Ils ont accès à des médias de qualité également. Oui. Et donc, pourquoi ils continuent de venir chez Madines? C'est aussi le pari, avec mon arrivée, c'est de pouvoir avoir une rédaction qui soit forte, engagée, concernée, avec un ton qui reste très optimiste et très accessible, et qui permet de décrypter les tendances, de décrypter les nouveaux acteurs,
de comprendre les orientations qui s'opèrent. Évidemment, la tech, elle irrigue tous les secteurs aujourd'hui, donc on a une audience de plus en plus large. Est-ce qu'on est, on est toujours à 1 million de lecteurs mensuels, et ça, c'est une super bonne nouvelle, parce que dans un monde où les médias sont plutôt en crise, en effet, qui est un sujet dont je parle beaucoup en ce moment, nous, on se maintient, on a des audiences qui sont très bonnes, on est assez peu dépendant de Google, voilà, parce qu'on a une fidélité de notre lectorat. Oui, si on reprend le fil de cette question d'attention, de l'intensification des sollicitations disponibles par ailleurs, c'est une très grande performance. C'est un énorme boulot, et je salue mes équipes si elles m'écoutent. C'est un énorme boulot. Il y a une exigence éditoriale extrêmement forte de la part des équipes. Julien Casqui, le rédacteur en chef, très tôt a retravaillé le contrat éditorial, la promesse de notre contrat de lecture, pour aller dans du scoop, beaucoup plus de décryptage et de compréhension, de faire venir par des grands entretiens des grands patrons du CAC 40 et de faire témoigner aussi de cette transformation par des grands dirigeants et de donner la voix. Voilà. On est un porte-voix de l'écosystème assez fort. Et voilà. Et là, par exemple, encore dernièrement, on a eu en exclu Madame la ministre du numérique et de l'intelligence artificielle qui est venue en priorité chez nous pour faire sa première interview. Donc c'est un bon marqueur, ça. C'est un bon marqueur, et ça montre cette reconnaissance. Et puis après, moi, au quotidien, j'entends, mais bon, j'ai pas un avis objectif, mais j'entends beaucoup de félicitations et d'encouragement de cet écosystème. Mais alors, justement, tu ne te contentes pas d'un diagnostic, parce que tu passes immédiatement à l'action. C'est vrai. Et c'était il y a peu de temps, parce que c'était en 2024. Et en quelques mois, tu poses des actes très marqués. Madines IA, MKIA et le partenariat stratégique avec Perplexity. Ce ne sont pas des initiatives cosmétiques, parce que c'est profondément transformant, ça constitue un changement de cap tout en respectant l'ADN, l'historique, l'héritage. Alors, évidemment, j'ai plusieurs questions pour toi. Pourquoi lancer Madines IA tout de suite ? Et puis, on va parler de cet événement, d'MKIA, de cette verticale. Parce que tout ceci s'articule justement dans cette question d'écosystème et d'être en avance de phase. Je rétropédale 2 secondes, mais effectivement, l'ambition très tôt, c'est de se dire, Madines, en fait, d'abord, c'est un carrefour d'audience sur la tech, l'innovation et l'entrepreneuriat. Ça, c'est une promesse. Et c'est donc de devenir une plateforme qui combine du média, du digital et de l'événementiel. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a compris la situation dans laquelle on évolue, l'IA apparaît très tôt comme un axe stratégique, pour moi, de développement majeur. C'est pas le seul, j'en ai d'autres, j'ai d'autres combats, et je peux peut-être prendre 2 minutes parce que ça me semble important. On a parlé d'éditorial, de l'exigence du média par les journalistes. Ça, c'est un gros sujet aussi, effectivement. Je reviendrai pas dessus. Il y a l'idée de pouvoir aller à la rencontre et de faire émerger des talents par notamment notre opération Fun Truck dans les territoires. Voilà, et donc, d'aller 50% du lectorat est en région. C'est intéressant, zone urbaine, mais il montre que l'innovation est partout en France, et ça, c'est formidable. Et donc, on a cette opération avec ce concours pitch itinérant qui est à la fois très convivial et très performant, qui fait émerger des talents, des pépites. Et effectivement, il y a l'IA. En arrivant, donc j'arrive en octobre 2024, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Très tôt, l'IA se démarque comme étant le sujet majeur. Et on voit que l'écosystème... nos interlocuteurs, nos lecteurs sont un peu perdus. Moi, j'arrive aussi dans un moment où, bien évidemment, il y a aussi l'arrivée de Julien Casqui en rédaction comme rédacteur en chef, et on échange pas mal. Et en effet, on se dit qu'il faut comprendre, il faut donner des outils, des clés de compréhension. Et donc, on commence par réunir un comité d'experts. On rencontre des gens. Donc, c'est une façon de d'abord, encore une fois, d'écouter, de comprendre. Et on voit des métiers très différents. On voit des chercheurs, des consultants,
des philosophes, on voit des entrepreneurs, des investisseurs. On discute et tous ont ce mot à la bouche d'IA. On n'est pas forcément dans la conversation de bouleversement de civilisation. C'est pas notre rôle, on n'est pas là. On est là pour décrypter, informer, mais on essaye d'avoir un discours qui soit rationnel et qui soit pragmatique. Et donc, en constituant ce comité d'experts, eh bien, très vite, on comprend qu'il faut créer cette chaîne. Voilà, on fait un partenariat avec un podcasteur, Nicolas Guyon, créateur de contenu, qui est aussi entrepreneur et que je salue, et qui nous accompagne avec une vision métier. Encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis très pragmatique comme personne, et donc le journaliste a une lecture qui est la sienne et c'est formidable, et il faut garder ça parce qu'il y a une exigence fantastique. Et c'est super aussi, en tant que média professionnel, de faire parler le métier. Voilà, et donc, c'est peut-être aussi ça que moi, j'apporte beaucoup. C'est de pouvoir apporter ces deux visions avec un regard critique, évidemment. Et donc, on démarre et on lance, et ça, c'était un coup pour nous, mais on lance la chaîne Madines IA avant le sommet de l'IA. Ouais. Et on a une équipe dédiée sur ce sujet-là. Encore une fois, que je salue, qui est formidable. Et on y va. C'est un site immersif. On met le paquet parce qu'on a à peine 2 mois pour tout faire. Mmh. Et tout le monde nous suit. Et il y a un super enthousiasme. Voilà. Donc, événement dédié à l'IA. Quelle était l'intention derrière cet événement et le fait d'avoir cette verticale précise? On comprend que c'est le signal. C'est le signal faible qui devient un signal très fort que tu embrasses, littéralement. Mmh. En hybridant les bons talents pour qu'ils puissent en émerger quelque chose. Et justement, cet événement s'inscrit comment dans cette Alors, c'est vrai que historiquement, dans cette dynamique. Historiquement, la Magic Keynote, c'est un rendez-vous pour le grand public, qui est réuni autour de 5000 personnes, qui est un rendez-vous très prospectif, où on fait témoigner, intervenir des grands noms. On avait Jane Goodman, par exemple. Voilà. Donc des profils extrêmement intéressants, riches, et c'est un format qui marchait très bien. Mais qui, dans un monde où on est dans un point de bascule comme celui de l'intelligence artificielle, où économiquement, on voit qu'on est dans un marché difficile, plus globalement, que très tôt, l'idée de faire un rendez-vous vertical dédié au monde professionnel pour donner des clés de compréhension, des bagages pour passer à l'action sur l'IA, nous a semblé assez évident. Et il y a déjà énormément de rendez-vous internationaux avec Vivatech, Jitex, le CIS, qui prédominent finalement. Voilà. Donc, nous, Madines, dans le mandat dans lequel je me suis inscrite, il m'a semblé important de faire du business et de donner au business des outils, des clés. Et j'avais envie qu'on reparte de ce rendez-vous avec des vraies valises d'insights clairs. Un vrai forum sur ce point qui nous... Un passage à l'action. Voilà. Ouais. On revient sur les verbes. Ouais. C'est exactement ça. Tout à fait. Et je dois dire qu'on a eu un succès fantastique avec des retombées dithyrambiques, très sincèrement, parce que c'est un rendez-vous qui est différent des autres. D'abord, le contenu est travaillé par les journalistes. Et donc, tout est travaillé, toute la journée est travaillée, le choix des stands, etc. Il y a vraiment eu une grosse implication de toute l'équipe de la rédaction dans ce rendez-vous. Et chaque intervention était en amont travaillée avec les journalistes. Donc, on savait ce qu'on voulait faire passer comme message et comment on voulait accompagner les prises de parole et les rendez-vous. Donc, c'était une première édition dernière. On recommence le 14 avril cette année. Je te donne rendez-vous. Je serai présent. Je serai présent et d'émerger dans cet environnement et éviter d'avoir un forum qui soit en définitive une prise de parole de sponsors un peu pauvre, somme toute. On a malheureusement tous souffert ce genre de moment. Le fait d'être capable d'avoir cet angle de curation, d'inspiration, de problématiser justement ces questions et d'arriver au verbe, à l'action. On se retrouve pour la prochaine édition avec grand plaisir. Et puis, on parle de Perplexity ? Oui. Donc, partenariat avec Perplexity. Donc, c'est hyper volontaire pour un média. C'est très, très volontaire.
Il y a une prise de risque, bien sûr. Ouais. Au moment où on en parle, on se dit il y a une prise de risque. Alors, Perplexity, ça arrive très tôt dans la conversation. On officialise parce qu'on veut être sûr que ça soit développé, mais moi, j'ai pas une armada de développeurs chez moi, hein, donc c'est sûr que ça prend un peu de temps, mais très tôt, on en parle. Je pense qu'on en parle dès avril, fin mars-avril. Donc en réalité, on est quasiment le premier média, on est le premier média à sortir un deal avec un acteur de nouvelle génération, si je puis dire. Donc très, très intéressant parce que, encore une fois, on n'a pas grand-chose à perdre en réalité. De toute façon, l'IA, c'est le sens de l'histoire, l'IA est déjà là, on avance. Et nous, si on parle de médias comme on en parle beaucoup, on prend la parole. Si nous-mêmes, on n'a pas pris pleine conscience des défis qui sont les nôtres en tant que médias, dans ce grand bouleversement que sont en train de vivre l'ensemble des médias français et internationaux, si nous-mêmes, on ne vit pas cette transformation, on ne peut pas être... voilà. Donc, très tôt, on a conscience de ça et on tente et on y va. Sachant que tu es dans un environnement, si on reprend, c'est l'histoire très récente, mais dans lequel l'IA est déjà présente dans l'ensemble des structures, sous forme de shadow AI, et j'aime beaucoup ce terme. Oui. De toute façon, c'est là. Donc, soit en effet, on le prend réellement au sérieux et la structure donne une direction. Et un partenariat est en effet vraisemblablement la direction la plus efficiente parce que j'y vois deux qualités. La première, c'est qu'en tant que média, il y a une prise de parole qui est de dire nous choisissons, nous agissons. C'est ça. Et il y a un partenariat. Ouais. Donc il y a une communication et c'est aussi un signal en interne de dire c'est là et puis on va le faire en collectif. Et on a en plus, c'est très juste ce que tu dis, et on a en plus ce rôle d'être une caisse de résonance aussi pour nos partenaires, les acteurs de cet écosystème dont on parle, les marques qu'on accompagne. Voilà. Et donc, une nécessité de aussi être en mesure d'anticiper ce nouveau canal que deviennent les LLM, qui deviennent des modérateurs de contenu avec une synthèse sans doute juste ou pas juste, qu'importe, je vais pas rentrer dans le débat et c'est pas le propos, mais en tout cas, la nécessité d'embrasser ce nouveau canal de relais de l'information. Voilà. Et finalement, la bonne nouvelle, donc là on l'a déployé officiellement en juin, on l'expérimente. Je ne dis pas que c'est pas simple et que c'est parfait, c'est pas le cas aujourd'hui. On est toujours en train de corriger, il y a des bugs, enfin voilà. C'est rassurant. Mais c'est voilà. C'est assez rassurant. C'est aussi de montrer en tant que rôle modèle entre guillemets. Allez, on y va. On n'est pas une grosse équipe, mais on embrasse les challenges et on expérimente, surtout pour comprendre. Et donc aujourd'hui, Perplexity, la grande nouvelle, c'est que Perplexity, c'est le deuxième levier de trafic pour nous. Donc ça montre que en tant que média, eh bien, les expérimentations qu'on fait, les journalistes n'écrivent pas avec l'IA. Ils utilisent l'IA pour des tâches très spécifiques de transcription, par exemple, d'une réunion. Ils vont faire ping-pong avec la machine pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas des titres un peu sympas, ou même parfois des idées par rapport à des moments de marché ou des sujets. Mais eux, ça ne les intéresse pas. Ils ont déjà une structure de pensée qui est la leur et ils ont leurs pattes. Donc, ce n'est pas ce débat-là qui compte. Par contre, pour le reste de l'organisation et pour l'expérience qu'on propose demain, là, aujourd'hui, on a intégré un moteur de recherche dans l'outil, dans le site Madines. On voit que ce n'est pas encore parfait, hein. Voilà, j'en suis consciente, on est en train de bosser dessus là. Demain, on veut pouvoir proposer des contenus qui sont les nôtres, hein, en fin d'article, de suggestions pour pouvoir pousser d'autres contenus en lien avec la lecture, de pouvoir proposer des résumés d'articles, etc. Donc, et de comprendre aussi, une des grandes clés de compréhension qu'on a pu avoir là récemment, c'est finalement ces LLM deviennent donc, je vous disais tout à l'heure, des modérateurs de contenu. Et il faut que nous, en tant que site média, on sache à la fois parler à l'homme, mais parler à la machine. Il faut que la machine puisse nous lire. Donc, il y a une forme de contenu qu'il va falloir qu'on fasse évoluer d'une certaine façon pour parler à la machine, tout en parlant à l'homme avec
pertinence. Et, voilà. Et donc, il y a un modèle de marché qui émerge, qui est le B2A, to B pour nous. Donc, c'est de pouvoir parler à la machine aussi pour pouvoir parler à l'homme. Voilà. Donc, c'est business to agent, to business ou to consumer. Il y a une petite nuance qui est en train d'évoluer parce que l'outil, c'est une machine et qu'il faut lui parler. Voilà. C'est peut-être ça, pour moi, grand enseignement de ces nouveaux moteurs. Et ce qui est absolument frappant, c'est l'importance du trafic. C'est phénoménal. De Perplexity. En quelques mois, à peine. Invraisemblable. On est en novembre, on a sorti ça en juin. Très sincèrement, dès septembre, on voyait déjà les bénéfices. Donc, et ce qui est formidable, c'est que ces outils, ces acteurs, en fait, donnent la primeur aux médias. C'est ce qu'on voit et ce qu'on constate. J'en ai parlé avec beaucoup d'agences dédiées à du SEO, et maintenant on parle de GEO, Generative Engine Optimization. Bon. Et tout le monde alors, ils n'ont pas tous les mêmes modes de fonctionnement. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais ça reste immature. C'est émergent. Voilà. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est très vintage comme approche. Donc, les best practices qu'on a connues à l'époque de l'émergence de Google, je vous parle des forums, des avis consommateurs, toutes ces choses un peu basiques, les FAQ, reviennent à la charge dans ces moteurs-là. Bon, là, c'est première chose. C'est assez drôle d'ailleurs, mais moi, j'ai pas envie de faire des forums. Mais je comprends. Voilà, ça, c'est la première chose. Et surtout, ça redonne la primeur aux médias parce que la fraîcheur des contenus, la pertinence des contenus fait que naturellement, ça nous redonne en tant que médias une opportunité d'autorité et de visibilité auprès finalement du grand public et de nos audiences. On revient sur en théorie du signal, justement, sur le fait de parvenir à identifier le signal parmi le bruit. C'est ça. Et un des éléments importants en IA, c'est que l'ingestion originelle de data, et on s'en rend compte aujourd'hui, contenait beaucoup de bruit. C'est vrai. Et le travail d'un média, le talent des journalistes aussi, est de travailler sur du signal. Et en ce sens, on a quelque chose d'assez... qui s'écrit, me semble-t-il, assez simplement. Ouais. Et justement, derrière tout ça, on a une ambition plus large qu'un média qui publie des articles. On a parlé de contenu, d'audience, d'IA, mais il y a une dernière couche, et c'est peut-être la plus importante, c'est la vision. Et me semble-t-il, Madines ne veut pas juste informer, c'est devenu un point de connexion, un espace d'orientation et presque une infrastructure pour l'écosystème. Et je sais que tu n'es pas fan du terme infrastructure. Madines, Keynote, on est d'ailleurs une excellente illustration. Et alors, Madines en 2026, c'est quoi? C'est un média, une plateforme, un écosystème? C'est une bonne question. Je fais pas mal ping-pong sur ce sujet-là. Non, mais infrastructure, je ne l'avais pas. C'est grâce à toi. Hein, je me le mets dans un coin de ma tête, pourquoi pas. Mais en effet, en tout cas, moi aujourd'hui, je parle de plateforme. Plateforme qui, je te l'ai dit un peu plus tôt, je crois, qui doit en effet combiner du média digital, hein, on reste un pure player online, média digital, événementiel et de l'écosystème. Et on est un média communautaire. La tech, c'est un nouveau levier d'influence majeur. Et donc, on s'inscrit finalement dans une promesse qui est à plusieurs dimensions, où nécessité fait loi l'écosystème est absolument capital à la survie de cette nouvelle économie. Donc, en effet, c'est une bonne question. Notre ambition, c'est d'installer Madines comme un référent auprès de nos communautés, en tant que média, qui informe, éduque, rassemble et qui les engage. Voilà. Et donc, avec ce côté précurseur aussi. De regarder au loin. Toujours, bien sûr, essentiel. Carole, merci beaucoup pour ce stimulant échange. Ta vision de l'attention, de l'IA et de l'évolution des médias dit quelque chose d'essentiel sur aujourd'hui, sur 2025. C'est qu'un média n'est pas seulement là pour informer, mais pour orienter, clarifier et connecter un écosystème entier. Merci pour ta présence, ton énergie et pour ton accompagnement aujourd'hui, Madines.
Merci Antoine, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi. C'est peut-être ma première prise de parole, donc je te remercie C'est de précieux. m'avoir fait, de m'avoir invité en tout cas. Merci. Merci à toi.